Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Bonjour, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Enfin, c'est décidé. Eh bien, les militaires français vont dégager du Niger. Qu'ils vous souviennent, il y a un bon moment, j'avais presque prédit, ou j'avais prédit à travers un jeu de mots, cet événement qui va se produire et qui se produit en ce moment. J'ai commencé par dire, vous vous souvenez certainement, que le Mali a malaisé la France, en partant donc de Mali, malaiser la France. Ensuite, j'ai dit que le Burkina a burgé la France et que le Niger va niquer la France. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il se produit parce que le Niger a vraiment niqué la France. C'est-à-dire a amené les autorités françaises à bouffer leur propre merde. C'est ce qu'on appelle une humiliation. Et donc, le président Emmanuel Macron a été humilié. En quelque sorte, humilie son pays et son peuple. Malheureusement, parce qu'il en représente physiquement et spirituellement une autorité. Mais j'aimerais toujours le distinguer de son peuple et dire tout simplement, tout bonnement, intelligemment, que c'est lui qui a été humilié. La question à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est le Niger qui a humilié Emmanuel Macron? Non, absolument pas. Et cela nous rappelle l'histoire du vieux qui monte sur une calebasse. C'est Emmanuel Macron lui-même, tout seul, qui s'humilie tout seul. Personne ne l'a humilié. C'est lui-même qui joue de sa musique et qui danse de sa danse. Personne ne lui fait rien du tout. On n'a pas tiré de balle, on n'a rien fait. On lui a juste rappelé le principe fondamental de la démocratie, la souveraineté du peuple. C'est tout ce qu'on a dit à Emmanuel Macron, à savoir, nous sommes un peuple souverain. Même spirituellement, la souveraineté existe. C'est dans l'ordre naturel. La souveraineté au niveau spirituel, métaphysique, c'est le fait que un peuple ne soit conduit que par sa propre identité intrinsèque. C'est ce qu'on appelle sur le plan métaphysique la souveraineté. Lorsqu'un peuple est conduit par sa propre identité intrinsèque, c'est ce qu'on appelle la souveraineté d'un peuple. Il est donc clair pour nous que nous, on est dans l'ordre naturel des choses. Nous sommes un peuple souverain. Nous décidons en tant que peuple d'assumer notre souveraineté et de choisir qui nous voulons, même en plein mandat de qui nous ne voulons pas, et de décider de notre avenir. Emmanuel Macron, qui se prétend démocrate et qui n'est pas vraiment un démocrate, estime que notre souveraineté, il n'en a que cure. Et donc, lui, il décide de quand nous sommes souverains et quand nous ne sommes pas souverains. Et alors, il dit, mon ambassadeur ne quitte pas le Niger parce que je ne vous reconnais pas. Je reconnais un président. Il ne dit pas le peuple, hein, je reconnais un président qui a été bazoumé. Je le reconnais, mais vous, même si vous soulevez tout le peuple entier et tout le peuple même vous soutient, moi, Emmanuel Macron, je ne vous reconnais pas dans votre souveraineté. Et c'est là la deuxième grande bêtise de ce jeune homme,
c'est lorsqu'en fait, il croit que nous avons besoin de lui, de sa reconnaissance pour assumer, admettre, vérifier, véritablement vivre notre souveraineté. Vous voyez, c'est l'erreur des dictateurs. Ce sont des gens qui pensent que c'est à eux de vous conférer une certaine autonomie, une certaine souveraineté. Et c'est ce comportement paternaliste que nous refusons aux autorités françaises. Et donc, malheureusement, pour lui, il dit, c'est quand moi je décide que mon ambassadeur part et les militaires français ne bougeront pas d'un iota. La CEDEAO prendra ses responsabilités parce qu'il sait ce qu'il fait de la CEDEAO et des autres organisations sous-régionales. Voilà de quoi il est question en fait. Donc, nous, en Afrique, de par notre éducation, on respecte tous ceux qui sont aînés et tous ceux qui occupent des postes de responsabilité de pouvoir. Mais une chose est évidente, nous n'avons pas humilié le président français. Nous, Nigériens, nous, Africains, on ne l'a pas humilié. Il s'est humilié tout seul. Il est celui qui a vomi et qui a avalé son vomi. Il est celui qui a chié et qui a bouffé toute seule sa merde. Il faut que ce soit clair pour qu'on ne dise pas que c'est nous. Nous, tout ce que nous avons fait en tant que pays africain, c'est de dire nous sommes souverains, ne te mêle pas de nos affaires. Nous sommes d'accord. Depuis le temps des royautés, il y a même eu des coups d'État dans les royaumes qui ont été assumés parce qu'à un moment donné, on estimait que ça ne devait être qu'ainsi. Et lorsque le peuple décide aujourd'hui au Niger que ce sont ces autorités qui vont le conduire, ben, tout ce que tu as fait, c'est de faire comme tes copains coquins américains. Les Américains ont vite compris comment le vent a tourné. Et dans le système impérialiste, les impérialistes ne se font pas de cadeaux. Les États-Unis ont lâché rapidement la France pour aller négocier avec ceux que Emmanuel Macron appelle les pushites. Il aime tellement ce mot, tellement il adore ce mot. J'ai comme l'impression qu'il a été traumatisé dans son enfance par ce mot où il a eu peut-être une adoration particulière, mais il a un événement particulier avec ce mot putschiste, comme si le fait de le dire, le fait que cela sorte de sa bouche avait une incidence sur nous, une valeur pour nous. On s'en fout. Que tu dises putschiste, machin et tout, ça ne nous dit absolument rien du tout. Donc, il faut que le président Emmanuel Macron comprenne que tout ce que le peuple africain, tout ce que le peuple du Niger demande, c'est qu'on respecte sa dignité, sa souveraineté, ce qui fait partie de l'ordre naturel, c'est-à-dire, voici un peuple qui dit que je veux, de par mon identité intrinsèque, me gouverner moi-même. Voilà ce qu'on n'entend pas souveraineté de façon basique. Donc, qu'il arrête sa leçon de morale et ces jeux de mots, ces éléments de langage que je vais me permettre de décrypter ici en quelques instants. Mais avant, je voudrais éveiller votre esprit sur 2 ou 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut garder à l'esprit que le paradigme occidental impérialiste n'est pas le paradigme africain et ne le sera jamais. Notre paradigme mental et éthique est complètement différent. Tant que vous ne saisissez pas cette dimension subtile des choses, alors il y aura toujours de la manipulation à travers des éléments de langage, des codes de mots et des jeux de mots que l'Occident maîtrise. Et si vous restez, et si nous restons dans leur paradigme éthique et moral, eh bien, on n'en s'en sortira jamais. Il faut aujourd'hui se poser une question claire. Quel est notre paradigme éthique et moral? Et ne s'en tenir qu'à ce paradigme-là, tout simplement. Je vais nous aider à, évidemment, clarifier ce paradigme tout de suite. Mais je vais donner un exemple d'abord. Regardez ce qui s'est passé à la tribune des Nations Unies, à la 78e Assemblée des Nations Unies, avec le Togo.
D'ailleurs, je dis félicitations au ministre et au peuple togolais ou au président togolais, si, et je sais que c'est lui qui a pris cette décision. Il y a une seule chose, et je ne dis pas qu'au Togo tout est rose, mais je voudrais juste préciser une chose que le Togo a réalisée au cours de cette 70e Assemblée et qui m'a paru d'importance. Le Togo, par la voix de son ministre, a tout simplement indiqué de façon claire et nette ce qu'on appelle son identité. C'est tout ce que le Togo a fait. Le Togo a été clair. Le Togo est un pays de paix. Les grands sommets ont eu lieu au Togo. Le Togo est un pays de médiation. En fait, de quoi il est question? Chaque peuple et chaque pays, de façon souveraine, doit choisir son identité, ce qui l'identifie, ce qui le définit intrinsèquement. Et tous ceux qui viennent au Togo savent que le Togo est un pays vraiment de paix. C'est un pays chaleureux et ça fait partie de notre ADN. Le Togolais, les femmes togolaises, le Togolais est naturellement comme ça. Vous voyez, lorsqu'on va puiser dans les profondeurs de son cultuel et de son culturel, ce que j'appelle le culto-culturel, lorsqu'on va puiser dans cette profondeur culto-culturelle, on ressort toujours de façon digne, profonde et intrinsèque l'identité capable de nous gouverner nous-mêmes. Et lorsque j'entends dire le Togo ne servira jamais de base arrière pour attaquer des pays frères, je suis fier dans mon cœur. C'est ce que je disais tantôt. Et je suis sûr que Béhanzin va se retourner dans sa tombe en se demandant pourquoi ne suis-je pas togolais maintenant? Biogera, Kaba et même les Agoji vont commencer à se retourner dans leur tombe en se disant, ben, c'est pas possible. Pourquoi ne sommes-nous pas là tout de suite togolais? Parce que lorsqu'on fait de telles déclarations à telle hauteur d'importance, c'est les ancêtres qui sont émerveillés, qui entendent, et la terre togolaise même qui frémit. Et les mannes ancestrales frémissent également. Car nous ne sommes pas seulement les héritiers de nos ancêtres. Nous sommes nos ancêtres et nous refaisons leur histoire. C'est à ce titre, justement, que j'admire le courage, il faut le dire, du Togo. Je vous assure, de par ma position au Togo et de par mes relations, je suis au fait de beaucoup de choses. Je n'ose pas parler, mais je suis au fait de beaucoup de choses et surtout de beaucoup de choses que des autorités françaises font ici au Togo. Je ne veux pas trahir des secrets, je reste juste là tout simplement fermé pour ne pas dire. Et je sais pourquoi je dis courage. Courage parce que les menaces sont partout. Il ne faut pas que je rentre dans ce débat. Je voudrais donc, à la suite du Togo, rappeler à tous les pays, frères, retrouvez votre identité par laquelle vous allez vous gouverner tout seul. Et quand on dise aujourd'hui que le Togo ne servira jamais de base arrière, le Togo est clair. Ça veut dire je ne ferai pas la guerre au Niger, je ne ferai pas la guerre au Mali, je ne ferai pas la guerre au Burkina. Et cela se comprend, puisqu'aujourd'hui, le Togo est la plateforme commerciale qui permet justement de passer par le Burkina et de nourrir, le Niger. C'est important de considérer ce genre de choses parce que c'est l'histoire et les ancêtres même qui vont encore bénir des peuples qui se soutiennent entre eux. C'est ce qu'on appelle la solidarité africaine. Le Togo a dit non, niet, non, commis, zéro, on ne le fait pas. C'est ce que le Bénin aurait dû faire. Le principe premier de l'identité du Bénin, j'ai été le premier à le dire dans plusieurs de mes vidéos passées, le Bénin, c'est la terre des prémices. Ça veut dire que l'identité intrinsèque du Bénin, en tant que terre, c'est la terre des prémices. Normalement,
l'initiative, l'intelligence, la capacité à prédire les choses et à servir les choses en premier, c'est le Bénin qui devrait se saisir de ça. Avec une clarté déconcertante. Mais le Bénin a assombri son identité et décide maintenant de formaliser avec la CEDEAO une incongruité pour dire on va attaquer, n'est-ce pas, le peuple du Niger. J'entends déjà les rois qui ont combattu les Français pleurer dans leur tombe. C'est honteux, c'est triste et c'est méchant. Revenons donc à ce que je voudrais partager avec vous pour dire qu'à la suite du Togo, qui a affirmé son identité en disant voici ce que nous on est, donc on ne peut pas accepter ceci, on ne peut pas accepter ça. Et chaque État africain doit faire ça, y compris même la Côte d'Ivoire, dont je ne voudrais vraiment pas parler. Parce que j'ai compris que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont voulu ce qui se passe. Et donc, je ne veux pas m'en mêler tout de suite. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que notre paradigme à nous en tant qu'Africains est différent, divergent, contraire au paradigme occidental et impérialiste. Dans le paradigme occidental et impérialiste, il est clair que ce qu'on nous présente, c'est quoi? Premièrement, il y a le bien et le mal. On n'en disconvient pas. Excusez-moi, je vous demande pardon. Deuxièmement, il y a le combat permanent du bien contre le mal. Et rappelez-vous, l'Occident dit être toujours dans le camp du bien contre le mal. Et troisièmement, c'est là que se trouve le danger de l'Occident impérialiste. Tout ce qui est logique et suit le raisonnement est la vérité. Quand vous prenez ces trois choses, vous avez résumé le paradigme occidental impérialiste. Premièrement, ils disent qu'il y a le bien et le mal. Nous, en tant qu'Africains, dans notre paradigme, on n'a pas les mêmes conceptions du bien et du mal. Ça, il faut le dire clair et net. Vous entrez dans le vaudou, on n'a pas les mêmes conceptions culturelles du bien et du mal. Ça n'existe pas en Afrique. Pour nous, le bien et le mal sont compris autrement dans l'identité africaine. Parce que concevoir le bien et le mal, c'est concevoir l'idée selon laquelle il faut les séparer. Alors que dans la compréhension africaine, nous, on ne peut pas les séparer. On ne les sépare pas parce qu'on les considère comme un ordre naturel. Autant on va vénérer les forces du bien, autant on donne aux forces du mal ce que les forces du mal doivent prendre pour rester à leur place. Parce que ce sont les deux qui fondent le monde. Mais quand je parle du bien et du mal, je ne parle pas du bien moral et du bien et du mal moral. La morale est relative à chaque État ou à chaque culture. Je parle du bien naturel et du mal naturel. À quel moment on peut dire que ceci est mal, alors que quelque chose qui est mal peut justement nous aider demain dans le bien? C'est en cela que le Tao ou les voies chinoises également sont différentes. Parce que dans la culture chinoise, ils ont cette compréhension du middle way des choses. C'est pourquoi leur culture les oblige à adopter des positions un peu pas claires, mitigées. Nous, en Afrique, notre compréhension transcende le bien et le mal. Parce que pour nous, autant nous honorons les forces de l'actif, nous honorons les forces du passif, car les deux fondent la vie. Dans le paradigme occidental impérialiste, il y a la lutte du bien contre le mal. Et l'Occident est toujours du côté du bien. Dans le paradigme africain, on n'a pas une telle conception. Nous ne sommes pas dans une lutte des forces du bien contre les forces du mal. Dans quel but? De les détruire? De les asservir? Parce que nous savons très bien que ce qui a été chassé aujourd'hui deviendra le chasseur demain. C'est pourquoi
dans ces Matawi de l'Égypte antique, nous recherchons toujours Otep, la réconciliation, la paix entre les testicules de Seth et l'œil d'Horus. C'est ce qu'on appelle Otep, l'offrande. C'est pourquoi les prêtres égyptiens, lorsqu'ils invoquaient l'œil d'Horus, ils évoquaient également les testicules de Seth. Car les forces d'énergie, puissance, qui doivent nourrir la clarté de l'œil d'Horus proviennent justement des testicules de Seth. Vous n'avez aucune connaissance mystique de cette tradition. Parce que pour nous, il n'y a pas de lutte des forces du bien contre les forces du mal. Nous réconcilions Horus et Seth et nous recevons le baptême de ces deux forces. C'est pourquoi au niveau du pharaon, le pharaon a toujours les deux forces entre les mains. C'est comme ça que nous nous comprenons. Donc, on n'a pas votre conscience. Parce que quand vous dites déjà qu'il y a la lutte du bien contre le mal et que nous sommes du côté du bien, c'est une prétention. C'est une prétention, une arrogance. Et c'est ce qui conduit à la perdition. Parce que quelle est la limite? Et qui fixe la limite de votre bien à vous que vous faites? Qui fixe cette limite? Qui juge cette limite? Qui pourra dire, voilà où la limite s'arrête? C'est encore vous. Donc, vous êtes non seulement le conformiste, vous êtes l'hyperconformiste, c'est-à-dire c'est vous qui dites quand cette loi ne vaut pas la peine et quand il faut appliquer une autre loi, finalement, où se trouve la frontière du bien contre le mal? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à force de faire cette lutte effrénée contre un mal imaginaire, vous allez devenir finalement vous-même le mal. C'est ainsi que vous êtes devenu Occident, l'empire du mal. Parce que c'est vous qui fixez encore les frontières où s'arrête le bien et où commence le mal. Ce n'est pas possible. Quelle est cette prétention, cette arrogance de prétendre être du côté du bien et de lutter contre le mal? C'est ce que vous faites dans tous vos films. C'est toujours vous qui dites, oui, on est du côté du bien, on lutte contre le mal. Et bizarrement, c'est vous qui identifiez le mal. Vous avez identifié Saddam Hussein comme mal. Aujourd'hui, on a vu les conséquences. Vous avez identifié Kadhafi comme mal. On a les conséquences. Vous avez identifié Thomas Sankara comme mal. On a vu les conséquences. Donc, en fait, vous identifiez le mal, les ennemis, à partir de votre paradigme à vous et donc de vos intérêts à vous. Donc, c'est incompréhensible pour nous. On n'est pas dans votre paradigme. Ici, il ne s'agit pas de dire les forces françaises vont quitter le Niger. Non, il faut que définitivement les Africains arrêtent de penser que nous sommes dans le même paradigme éthique et moral. On n'est pas dans le même paradigme éthique et moral. Troisième chose, et c'est là la catastrophie même de la chose, c'est que l'Occident dit que lorsqu'il mène un raisonnement et que la chose est totalement logique, eh bien, c'est la vérité. Mais c'est fou. Le dictateur a sa logique. Idi Amin Dada a sa logique et son raisonnement. Hitler a sa logique et son raisonnement parfaitement clair pour lui. Et il a mené sa guerre. La logique et le raisonnement ne sont pas la vérité et ne nous conduisent pas à la vérité forcément. La vérité transcende le raisonnement et la logique. Ce qui fait qu'un enfant, sans raisonnement et sans logique, peut ressentir la vérité avant même qu'un adulte ne réfléchisse. C'est pourquoi en Afrique, on n'enseigne pas le bien et le mal. C'est dans le cœur que l'individu reconnaît la vérité. Mais l'Occident enseigne le bien et le mal. OK, tel est mal, tel est bien. Vous devez aller dans ce... Ce n'est pas possible. La Russie est mal, on doit attaquer la Russie. Donc, si je comprends bien,
le raisonnement que mène Emmanuel Macron, fournissons des armes à l'Ukraine pour lutter contre la Russie, mais ne fournissons pas des armes au Sahel pour lutter contre les terroristes, eh bien, cette politique de deux poids, deux mesures, c'est parfaitement logique pour Emmanuel Macron. C'est incroyable. Vous voyez comment la logique peut servir dans différents domaines. D'ailleurs, quand vous voyez les films de serial killers, ils ont leur logique et leur raisonnement. Et en fin de compte, vous risquez même d'être d'accord avec eux. C'est la preuve évidente que la logique et le raisonnement ne conduisent pas à la vérité, que la vérité transcende la logique et le raisonnement. Mais finalement, on va se demander, mais M. Godson, où est-ce qu'on va trouver vraiment la vérité? Quel est l'élément fondamental qui devrait pouvoir nous aider à identifier la vérité? Je vais vous le dire. Oubliez la morale, parce que la morale est même fille de quelque chose. La morale est circonstancielle et elle est fille de l'éthique. Je vais définir l'éthique de façon simple, triviale, naturelle, pour que chacun puisse se dire, oui, avec l'éthique, eh bien, on comprend qu'on peut même se passer de la logique et du raisonnement. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est la prise en considération, c'est l'adoration, c'est la mise en valeur, tout ce que vous voulez, de la vie. Le principe fondamental de l'éthique, c'est la vie. La vie en elle-même, la vie en tant qu'essence, avant qu'elle ne devienne manifestation. La vie à tous les niveaux. La vie de la planète, des plantes, des animaux, des végétaux, la vie humaine. La vie n'a pas de valeur. En fait, la vie a tellement de valeur que, en fait, c'est la seule chose qui a de valeur dans le tout, la vie. La contemplation de la vie, la méditation de la vie, la prise en compte de la vie, de la maison de la vie, la valorisation de la vie, la considération, l'adoration de la vie, sous toutes ses formes, sans aucune distinction. C'est le fondement, le point de départ de l'éthique. Initier la vie, préserver la vie, protéger la vie et perpétuer la vie. Veillez à ce que dans tous les actes et dans toutes les décisions, la vie soit l'élément prioritaire, quelle que soit sa forme. Et pour ça, il faut aimer la vie. À partir du moment où vous entrez dans ce paradigme, vous êtes vraiment non seulement dans l'éthique, mais vous êtes de Kama, vous êtes africain. Parce qu'en tant qu'Africain, nous devons préciser notre identité. Protéger, aimer, veiller à la vie en tant qu'élément essentiel, à la fois intangible et tangible. C'est là où se trouve l'éthique. Est-ce que les actes que nous posons concourent à la vie sous toutes ses formes? Est-ce qu'au regard de la vie et de ce paradigme-là, en analysant ce que Emmanuel Macron a fait, on peut dire qu'il s'inscrit dans cette image? Non. Parce que dans cette image, la vie d'un occidental ou d'un impérialiste ou d'un Français vaut plus que la vie d'un Africain. Parce que justement, on peut fournir des armes à l'Ukraine, on peut recevoir les Ukrainiens réfugiés, mais non, les Africains. En fait, il y a toujours un fond de racisme qui ne se dit pas. Parce qu'on n'est pas dans l'éthique. On est dans une morale circonstancielle, une morale culturelle, et qui ne sera jamais notre morale. Est-ce que ce que nous posons, les valeurs que nous voulons proposer de l'Occident à l'Afrique, est-ce que ces valeurs-là
font la promotion de la vie, l'intégrité de la vie, la pureté de la vie sous toutes ses formes. Donc, nous, Africains, on n'est pas des adeptes de logique et raisonnement, mais non, on est adeptes de l'éthique, des valeurs intrinsèques, culturelles qui fondent notre identité. C'est là que se trouve notre force, car la force se trouve dans l'identité de l'individu. C'est là où se trouve l'inépuisable énergie de sa reconstruction, parce que c'est là que se trouve le potentiel ou la potentialité fondamentale de sa souveraineté continue, pérenne, éternelle. Donc, voilà de quoi il est question. Donc, je vais vous jouer une vidéo et je vais relever quelques petits éléments de cette vidéo. Mais je voudrais vous annoncer déjà que vous allez entendre dans cette vidéo le journaliste qui est censé poser des questions. C'est lui qui prête au président Emmanuel Macron un mot en disant détenu. C'est là que vous allez voir les manipulations qui ont cours sur l'échelle de tout ce qui se produit aujourd'hui. Et tant que vous êtes dans leur paradigme, vous ne vous en sortirez pas. Sortez de leur paradigme et restons dans notre paradigme. C'est là où se jouent les réalités, les vérités. Tout est question de paradigme. Maintenant, je ne vais pas faire longue cette capsule parce que je suis intéressé pour partager avec vous ce qu'il va se produire maintenant. Le Niger, la France, depuis 2 mois, est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade. Nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer? Écoutez, d'abord, nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir de pays. Ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France et mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle ne sera pas organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Et je vais être très clair, on le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il y aura des militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays. Et on doit en tirer les conséquences. Une question sur un autre conflit au cœur de l'Europe qui oppose
Bien, vous avez suivi, hein. Si vous voulez suivre, vous reculez simplement et vous suivez. D'accord. J'ai noté quelques éléments, d'accord, qui m'intéressent. D'abord, comme je vous l'avais dit, vous allez remarquer que le mot détenu lui a été donné par le journaliste. Je ne vais pas faire de commentaires. Tout est clair là-dessus à ce niveau. Bon, il y a un premier enfin, élément qui m'intéresse. Le président Emmanuel Macron dit qu'il n'y a plus de France-Afrique. Vous voyez, c'est ça le mensonge. Parce que qu'est-ce qui est censé nous prouver de façon absolue qu'il n'y a plus de France-Afrique? Le premier élément, c'est la fin du franc CFA. Parce que le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA ne nous appartient pas. Le franc CFA nous est prêté. Et sur ce prêt, la France gagne de l'argent. Le franc CFA est fabriqué par la France. Donc aujourd'hui, dans le Sahel, on ne sait vraiment pas comment les djihadistes ont des billets neufs de francs CFA qui ne passent pas par nos banques centrales. Vous voyez, quand on nous dit, quand un président ment en disant qu'il n'y a plus de France-Afrique, la démonstration qu'il n'y a plus de France-Afrique, premièrement, c'est justement que le franc CFA disparaisse et que l'Afrique ou les pays africains aient leur propre monnaie. Car qu'est-ce que la monnaie? C'est l'énergie vitale d'un pays. Notre énergie vitale ne nous appartient pas. Notre énergie vitale appartient à la France. Donc, comme me disent, il n'y a plus de France-Afrique, je dis c'est faux. Donc, c'est un mensonge. En fait, c'est comme nous mentir en nous disant que la chose n'est plus là, pendant que la chose est là, sous plusieurs formes. Deuxièmement, nous savons tous très bien comment nous avons été colonisés. On a appris à l'école le système des 3 M. Nous avons encore des bases militaires en Afrique. Et on nous dit que la France-Afrique n'est pas terminée, que le néocolonialisme est terminé, puisque la France-Afrique, c'est justement du néocolonialisme. Troisièmement, où se trouve notre identité? Puisqu'en fait, à travers les missionnaires, on nous a fait croire que nos propres traditions, on ne doit pas y penser. On doit penser à nous à travers le culto culturel de l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le temps. C'est pourquoi tous nos enfants sont perdus. C'est pourquoi nous avons même des traîtres en Afrique et des présidents traîtres en Afrique. Ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils ont été lobotomisés, intellectuellement lobotomisés par le raisonnement, les missionnaires, la logique de l'Occident. Et on me dit que la France-Afrique est terminée. Mais non, il y a un souci là. Et je peux citer autant d'exemples que possible. Donc, il arrête de dire, de nous faire croire que la France-Afrique est terminée, qu'il n'y a plus de paternalisme, alors qu'il a toujours eu ces comportements condescendants, cette façon de parler. Et d'ailleurs, quand vous l'entendez, vous avez comme l'impression qu'il ne parle pas comme président. Il parle comme quelqu'un qui est enragé. C'est déjà ce qu'il faut noter. Deuxièmement, il dit que la force Barkhane a été un succès. Bon, ça dépend du point de vue où on se trouve. Hein. Honnêtement, ça dépend du point de vue où on se trouve. Parce que si je suis à un point de vue où je vois que c'est un 6 et que l'autre a un point de vue où il voit que c'est un 9, mais on n'aura pas la même compréhension des choses. Parce que pour nous, la force Barkhane n'a pas été un succès. Pas du tout un succès parce qu'en fait, pour nous, c'est quoi le succès? C'est lorsque un pays est en mesure, quand vous l'avez assisté, soi-disant, de finalement se défendre tout seul.
Mais il a fallu également qu'on vous chasse en tant que force Barkhane et vous dites que c'est un succès. Il y a vraiment un souci à se faire sur le raisonnement de certaines personnes. Il y a un élément de langage qui est ressorti dans la vidéo. Il dit qu'en fait, la situation au Niger est liée à un règlement de compte ethnique. Vous voyez un peu comment ça se passe? Diviser pour régner. Créer des murs de Berlin. Se partager l'Afrique. Il parle de règlement de compte ethnique. Non, mais soyons sérieux. Est-ce qu'il y a de règlement de compte ethnique au Niger? À ma compréhension, je peux être ignorant et je l'admets vraiment, mais je pense que non. Mais nous avons pourtant un terrorisme qui est financé, qui est entretenu, des terroristes qui ont des armes, les armes qui sont difficiles à acheter, tellement qu'on n'en fournissait pas aux autorités maliennes, burkinabées ni nigériennes, mais que les terroristes ont. Lesquelles armes? On connaît leur production parce qu'il n'y a pas d'industrie de production d'armes sur ces pays-là, dans ces pays. Et donc, on nous dit quoi? Que nous avons nous-mêmes, entre nous, des problèmes de règlement ethnique. C'est normal lorsque le Mali a toujours dit que la France ou les autorités françaises ont toujours tout fait pour qu'il y ait cette forme d'esthétisme-là, cette forme de règlement de compte, parce que je l'ai toujours dit, que le principe de base de l'impérialisme, c'est de maintenir des conflits de basse pression. Pendant que ces conflits sont entretenus, eux, ils pillent les ressources. C'est leur mode de fonctionnement. Ce sont des parasites. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas facile d'enlever des parasites, vous le savez. Souvent, il faut forcer, il faut même du feu pour enlever les parasites. Un autre élément de langage rapidement, Emmanuel Macron dit que les autorités nigériennes ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est pas possible, quoi. Non, c'est dingue. Voici le Mali qui lutte tous les jours contre le terrorisme. Le Niger estime que lutter contre le terrorisme ne peut pas être un combat où on va au front seul, de façon divisée. Il faut qu'on s'unisse au Burkina, au Mali, nous les pays concernés et d'autres pays qui le veulent, on va lutter contre le terrorisme. C'est parce que nous avons constaté que nos autorités, soi-disant démocratiquement élues, font vos jeux de l'Occident, que nous les avons destitués. En fait, on a fait des coups d'État à l'Occident, pas des coups d'État à nos chefs d'État. C'est des coups d'État à l'Occident qu'on a eu à faire. Parce qu'on ne veut plus de vous. Parce qu'on a compris que c'est vous qui faites cela. Parce que nos forces armées étaient déjà au front pour comprendre que c'est vous qui êtes le problème. Et c'est justement pour mieux lutter contre le terrorisme qu'ils ont décidé de prendre les choses en main et de prendre les décisions parce que c'est eux qui meurent au front. Et vous venez dire, M. Emmanuel Macron, que les autorités du Niger ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Au même moment, vous dites qu'il y a des morts au Mali. Je vais revenir là-dessus. Depuis que la force Barkhane est partie, qu'il y a plus de morts. Non, il y a plus de morts au Mali, ou il y a des morts au Mali, pas plus de morts, parce que les Maliens ont fait le choix que dès maintenant, ce sont les Maliens qui vont mourir pour les Maliens. 2, nous n'allons plus mettre en place une force d'intercession entre les terroristes et nous. Nous déclarons la guerre aux terroristes. Il faut bien comprendre l'idée. Vous étiez un peu comme une force de maintien de paix pour mieux piller. Eux, ils ont dit, mais non, avec ça, on n'en finira pas. Maintenant, on leur fait la guerre. Et dans une guerre, il y a des morts. C'est normal qu'il y ait des morts. Mais va plutôt compter les morts qu'il y a en Ukraine et laisse-nous compter nos morts. Ça ne te concerne pas du tout. C'est un choix que nous avons fait et nous en avons prêté des morts à vous depuis longtemps. On n'a même pas vu le résultat
Et pourtant, vous venez dire que vous êtes morts sur nos territoires à nous. On ne va pas rentrer dans ce débat. Donc, je te corrige, hein, monsieur Emmanuel Macron, nos forces armées sont décidées justement à lutter contre le terrorisme, à lutter contre celui qui entretient le terrorisme d'abord et ensuite à lutter contre le terrorisme. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, vous dites ensuite, au départ, vous avez dit non, on s'oppose aux putschistes, on ne veut pas discuter avec les putschistes, mais aujourd'hui, vous dites, on va concerter avec les putschistes pour que le départ des forces françaises et, enfin, de l'ambassadeur IT Sylvain, le con, ce type qui ne réfléchit pas de lui-même, et bien justement, se fasse paisiblement. Finalement, vous avez reconnu qu'ils sont des autorités alors. Parce que s'ils n'étaient pas des autorités, vous auriez pu demander, puisque vous avez appelé Bazoum, bon, dites à Bazoum de donner les ordres et que les choses se fassent. Ah oui, le journaliste a dit que Bazoum est détenu, ce que tu as confirmé d'ailleurs, ce qui est faux. Et de deux, je crois que Bazoum n'a plus d'autorité. Et donc finalement, Emmanuel Macron décide de discuter avec les autorités de fait. Alors, ils sont des autorités de fait, c'est lui qui l'a dit. Ce sont des autorités de fait. Ah ben oui. Et s'ils sont des autorités de fait, pourquoi putain, quand ils ont dit à ton ambassadeur de dégager, tu as dit non? Pourquoi ils disent à ton armée de partir et tu dis non? Et tu reconnais qu'ils sont des autorités de fait. Oui, parce que ça existe. Les choses peuvent exister de fait. C'est quelle contradiction, ça? Et ça également, je l'ai relevé. Ensuite, il dit une chose grave, et je suis sûr que le Niger va répondre. Il dit que les putschistes sont les amis du désordre. Mais ce n'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Donc, quand il y a des désordres constitutionnels dans certains pays, la France ne dit rien. Mais quand des forces armées décident de préserver la vie des leurs en prenant les choses en main, eh bien, ils sont les amis du désordre. Non, ils ne sont pas les amis du désordre. Ils sont les amis de l'ordre nouveau africain. Ce qui, naturellement, peut constituer pour vous un désordre. Comme je le répète, on n'est pas du même point de vue. On n'est pas dans la même position. Lorsque vous regardez l'Afrique, vous voyez l'Afrique positionnée d'une manière donnée. Mais quand nous, on regarde l'Afrique depuis notre position, on ne voit pas la même position de l'Afrique. C'est une question de position. C'est normal. Là où vous vous trouvez, c'est un désordre à votre ordre mondial à vous. Mais pour nous, c'est un ordre parfait. Parce que dans cet ordre-là, nous voulons que nos populations mangent, que nos populations soient protégées, que nous soyons nous-mêmes souverains de nous-mêmes. Et toi, tu estimes que c'est un désordre. Et tu vas dire, en fait, c'est ces éléments de langage qui font que on ne peut pas coopérer avec la France. Les putschistes sont des amis du désordre. Ça n'a pas de sens. Et donc, tu veux travailler avec des amis du désordre pour coordonner le départ de tes forces. Bon, je trouve quand même que du point de vue de logique contradictoire et imbécile, ça a battu le record. Mais on va le faire comme ça. Et donc, au résumé de tout ça, on se rend compte que vraiment le Niger a niqué la France. Et la France ne l'a pas vu venir. Et la France, ça lui fait très mal. Oui, je conçois quand même que niquer sa femme, ça doit faire mal, surtout quand on est un homme et qu'on reçoit sa part derrière, ça doit faire mal. Je l'imagine. Je l'imagine parce que le Niger, c'est quand même un gros morceau, hein. Pour niquer, ça doit faire vraiment mal, hein. Le pays, le territoire là, il est non seulement gros, mais il est chaud. Ouais, il est chaud et brûlant. Le Niger est chaud et brûlant. Donc, je crois que niquer, ça doit avoir fait vraiment mal. Et ça, le garçon, il ne le digère pas du tout. Je suis désolé pour toi, monsieur le président français. On n'a pas, pour nous, tu étais déjà parti. Pour nous, ton ambassadeur était déjà parti. Est-ce que tu vois? Pour nous, bon, tes armées étaient déjà parties. Nous, tout ce que nous demandons là, c'est très simple.
notre souveraineté, c'est nous qui décidons. Donc, ne viens pas nous dire que c'est toi qui vas nous reconnaître. On n'a pas besoin de toi pour reconnaître que nous sommes nous. Et c'est ça que tu dois admettre une fois pour de bon. Si tu ne l'admets pas, il n'y aura aucune place pour toi en Afrique. Maintenant, là où tu iras, réfléchis bien à là où tu vas déplacer tes forces armées. Je ne te conseille pas le Bénin. Là où tu vas déplacer tes forces armées, fais attention. Parce que justement, là également, quelque chose pourrait se produire. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je remercie vraiment tous les Nigériens, tous les Maliens et tous les Burkinabés qui se sont mis ensemble pour accomplir cet exploit extraordinaire. C'est une leçon qui doit être retenue par l'histoire et par les autres peuples. Aujourd'hui, nous devons savoir une chose. Il n'y a plus de président. Il n'y a que des peuples. Le véritable président de la République, aujourd'hui, c'est le peuple. Il ne faut pas que le peuple l'oublie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de peuple togolais, de peuple béninois, de peuple nigérien, de peuple malien. Il y a juste un peuple africain. Et c'est en pensant maintenant peuple africain, en supprimant toutes les barrières inventées par l'Occident pour nous diviser et nous amener à lutter les uns contre les autres, c'est en supprimant ces barrières et en mettant en place un web idéologique africain qui prenne en compte tout le peuple africain que nous pouvons gagner contre la logique de séparativité, d'incongruité et d'impérialiste de ces Occidentaux. J'ai dit.